Et bonjour à tous pour un nouvel épisode de Y'a pas que la data. Et donc aujourd'hui, on reçoit Katie Hallett, qui est cofondatrice et CEO de la startup Lightpanda. Et donc, du coup, qui a cofondé cette boîte avec deux autres cofondateurs. La startup est à Paris, elle est dans le monde de l'IA, autour de tout ce qui est automation, automatisation du web, navigateur, agent. Un petit peu tout ça, je mets tout ça un petit peu dans le même sac parce qu'en fait aujourd'hui, et d'ailleurs Katie va pouvoir nous aider là-dessus, un peu trier de ce qui est de l'ordre de l'automation, du RPA aussi, Robot Process Automation, des agents, parce qu'en fait en ce moment on met tout dans le même sac, on secoue et on voit ce qui sort à la fin, mais c'est un écosystème qui bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à débunker et à faire de la vraie info et de la pédagogie autour de ça. Je suis toujours accompagné par Thomas Memoun, l'excellent, le fameux qu'on ne présente plus. Salut Pierre. Et bonjour Cathy et bonjour Thomas. Bonjour Pierre, merci pour cette intro, c'était chouette. Salut Cathy, enchanté. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu te présenter ton parcours? Bien sûr. Donc ouais, en effet, mon parcours, je suis donc anglaise, je vis à Paris depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'ai un parcours, on va dire, assez classique SaaS B2B. On va avoir l'occasion d'en parler, mais mes deux associés chez Lightpanda, on a déjà monté une entreprise ensemble qui était un SaaS e-commerce assez classique. Et j'ai rejoint mes deux associés du coup l'année dernière pour le projet Lightpanda. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler du Brexit. Non, je rigole. Est-ce que tu pourrais nous présenter dans un premier temps, rapidement, ce que c'est Lightpanda et ce qui vous a poussé à créer le produit? Parce que moi, j'ai plein de questions là-dessus. J'avoue que je ne comprends encore pas tout, mais on va commencer par le commencement. Avec plaisir. Donc, Lightpanda, c'est un navigateur dit headless, donc sans tête, à destination des machines. Aujourd'hui, sur le marché, il y a une solution principale qui est utilisée pour l'automatisation du web, c'est Chrome dans sa version headless. Et ce qui distingue Chrome de Chrome headless, c'est qu'il y a une GUI pour les humains, mais il y a quand même du rendu graphique qui est fait. Et c'est la principale différence en fait entre Chrome headless et Lightpanda, c'est que nous, on a enlevé le rendu graphique en plus du GUI, ce qui fait que c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide pour les utilisations des machines. Mais c'est souvent utilisé, c'est quelque chose de connu dans un certain domaine ou c'est vraiment une niche? Parce que j'avais jamais entendu parler de ça auparavant. De Lightpanda, je pense que c'est normal parce que c'est un projet qui est assez jeune. Pour les usages machines, c'est un sujet qu'on connaît pas mal parce que du coup, dans notre précédente boîte, on scrapait des millions de pages internet par jour et on passait souvent par Chrome Headless pour le faire. Et ça, c'est une solution qui est très répandue pour l'automatisation du web. C'est tous les gens qui font du scrapping, ça leur parle. Et c'est nécessaire en fait parce que le web aujourd'hui ça ressemble pas du tout à ce que c'était il y a 10-15 ans, notamment parce qu'en fait il y a du JavaScript partout et pour scraper du JavaScript c'est impossible avec les méthodes on va dire old school de l'époque, et ce qui veut dire qu'une énorme partie du web aujourd'hui est manquant si on utilise ces méthodes-là, et c'est pourquoi il faut passer par un navigateur. Ouais, je vais me permettre de faire un petit ajout parce que Katie, elle est à fond dans son sujet et elle est à fond là-dedans et elle connaît bien. Toi, Thomas, tu connais un peu moins ce domaine-là, mais c'est vrai que depuis que le web est web, tous les développeurs ont qu'une envie, c'est récupérer toute la data du web. C'est un peu ça l'idée. Il y a plein de boîtes qui récupèrent, comme le disait Katie, et qui font ce qu'on appelle du scrapping. Donc c'est récupérer, pour nos auditeurs auditrices, c'est récupérer un maximum de data en naviguant sur les pages, comme font les robots, par exemple de Google, pour indexer toutes les pages dans le moteur de recherche.
Ils récupèrent les pages, ils analysent la donnée de toutes ces pages et ensuite ils en font ce qu'ils en veulent. Il y a aussi des sociétés qui sont spécialisées dans le parsing et le scrapping de toutes ces données et qui ensuite revendent avec plus ou moins d'enrichissement toute cette donnée-là. Et en fait, depuis quelques années, il y a une explosion de ça, parce qu'il y a une explosion de la data et de la demande, et d'avoir de la demande et de la data de plus en plus structurée pour pouvoir faire ensuite de la data science, du data mining et de l'enrichissement de données et de la valorisation de ces données. Et c'est ce qui explique l'essor de ces outils-là. Et jusque-là, on n'avait que les navigateurs dits... les navigateurs et un navigateur, il est bien fait pour un être humain, mais il est moins bien fait pour l'automatisation et finalement le scrapping de toutes ces données. C'est ça un peu, Katie ? C'est exactement ça. Et assez récemment, il y a de nouvelles solutions en fait, qui sont apparues du coup, parce que c'est tellement casse-tête de le faire avec un navigateur pour les humains, qui viennent abstracter quelque part la complexité de tout ça en tant que service en fait, mais toujours construit sur Chrome en fait. Ok, donc il y a une couche intermédiaire qui vient s'installer d'abstraction, qui fait presque comme une couche d'API finalement entre l'utilisateur ou le développeur et le navigateur finalement, parce qu'il y a toujours un navigateur, sauf qu'en fait tu as une couche d'abstraction qui simplifie tout un tas de choses, j'imagine. Exactement. Cool. Il y a une étude qui est peut-être intéressante à citer tant qu'on y est, de Vercel, qui est sortie en décembre. Tu parlais d'indexation des bots. Donc, il y a des bots classiques type Googlebot, etc., pour des usages qu'on connaît tous. En décembre, sur le réseau de Vercel, les crawlers API étaient à 1/3 du volume de Googlebot sur leur réseau. Donc, ça veut dire, tu demandes à n'importe quel chatbot IA, il va faire sa recherche sur Internet au lieu de sa recherche Google. Ça, aujourd'hui, c'est 1/3 du volume de Google, ces requêtes de recherche. C'est énorme. Et ce qui était intéressant aussi dans cette analyse, c'est que ces crawlers-là, c'est un peu technique, hein, mais ils n'exécutent pas le JavaScript, ce qui veut dire qu'il y a une énorme partie du web aujourd'hui qui les échappe, puisqu'ils n'utilisent pas un navigateur pour le faire. Oui. Ce qui est important de dire, c'est que quand on charge une page web, il y a tout ce qui se charge de manière complètement statique et qui, du coup, est bien visible à des robots et des bots et des crawlers comme ça, mais tout ce qui se charge de manière complètement dynamique en réaction aux interactions et aux actions de l'utilisateur, la plupart du temps, en fait, c'est pas vu par les robots. C'est ça que tu nous expliques ? Ouais, en fait, aujourd'hui, le web, il y a plein d'éléments en fait, qui sont à destination des humains qui utilisent le JavaScript pour qu'il soit interactif, que tu vois en tant qu'humain, mais qu'un crawler, en fait, s'il n'est pas capable d'exécuter le JavaScript, pour lequel il aurait besoin d'un navigateur, mais qui est très cher du coup à l'échelle quand tu veux automatiser des tâches. Donc s'il fait des simples requêtes, il est incapable en fait d'accéder à beaucoup des informations en fait aujourd'hui qui sont hébergées dans la structure d'une page web. Juste pour bien comprendre, parce que là vous devez voir mes sourcils des fois, c'est difficile. Par exemple, quand tu dis 1/3 est utilisé par les IA, ça veut dire que c'est par exemple Perplexity AI ou SearchGPT qui va crawler le web ou pas du... Ok. Exactement. 1/3 donc du volume de Googlebot aujourd'hui vient de ces solutions-là. Ouais. Ce qui est hallucinant, parce qu'en fait, c'était beaucoup, quand tu penses, c'est énorme, parce qu'en fait, Google, c'était 90% des recherches du web, tu vois. Et là, on est en train de dire que en l'espace de 2 ans, parce que ChatGPT, ça a 2 ans à peu près, et ces bots de recherche IA, ils ont 1 an, pas plus, ils sont arrivés à 1/3 du volume de Google en requête, en trafic. Je ne me rends même pas compte des ordres de grandeur, ça doit être monstrueux. Mais ok, ça me permet de relier avec quelque chose que je connais. Et un autre point qui était intéressant, hier je regardais votre page GitHub sur Lightpanda, et vous avez 5600 étoiles. Et je regardais un de tes posts LinkedIn, tu disais il y a 2 semaines, on a atteint 1000 étoiles. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, vous avez fait plus 4000. Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, c'est bien de se rendre compte du progrès. Hein, merci. Ouais, en effet, donc il y a clairement, c'est un sujet qui intéresse les gens en ce moment, en fait, les navigateurs. Bon, il y a un événement qui a, je pense, contribué beaucoup à ça, c'est que quelqu'un a posté sur Hacker News sur Light Panda et on a passé une journée entière sur la front page de Hacker News, donc ça nous a fait un petit boost, mais je pense que le sujet avec le release de OpenAI de Operator, en fait, il a fait émerger le sujet des navigateurs d'un coup comme ça, en fait. Donc, je pense que c'est un peu le catalyste. Ouais, c'est assez intéressant parce que finalement, on peut arriver aussi sur une partie, si on fait un rétro-pédalage, un flashback comme Netflix aime bien le faire avec toutes ses séries, mais si on fait un peu un flashback sur l'évolution du web, moi qui suis suffisamment vieux pour le dire, l'automation, le scrapping, le RPA, donc le Robot Process Automation, et tous ces systèmes-là, ça fait 25 ans qu'on en parle. Tu vois, je dire à peu près depuis les années 2000, parce que les années 90, Internet a commencé à sortir, et 2000, on a vraiment eu des gens, et tu vois, je pense à Selenium, je pense à Playwright, à Puppeteer, à tous ces systèmes d'automation, il y en a vraiment, vraiment plein. Robot Framework aussi, je crois. Enfin, voilà, il y a des centaines de librairies, d'outils, de software pour faire ce genre de choses. Et pour moi, c'était un peu, notamment aussi pour faire du test d'interface utilisateur, etc. Donc simuler finalement un utilisateur, autant que pour des actes malveillants aussi. Il y en a qui faisaient aussi avec des robots avec des actes malveillants. Les fermes à clics dont on entend parler en Chine, etc., où tu peux avoir aussi des robots qui tournent sur des smartphones en permanence à faire des actions pour pouvoir promouvoir des choses, etc. Donc, mais j'ai l'impression que c'était un peu tombé dans l'oubli depuis 10 ans, 5 ans, et que là, c'est en train de ressortir, en fait. Ce qu'il y a, c'est que même avant que les cas d'usage de l'IA émergent, ou en tout cas qu'on en parle plus, donc l'année dernière, à peu près la moitié du trafic web venait des machines, déjà. Et l'année dernière, c'était aux alentours de 40%. Donc, je pense que ça a toujours été là, mais juste les gens qui font ça, ils s'en vantent pas, en fait. C'est pas un sujet que les gens sont fiers d'en parler. Enfin, voilà. Mais ça a toujours été là et ça n'a pas baissé en termes de volume. C'est juste... ça devient... un sujet qui prend beaucoup plus de place en ce moment. Alors je me permets de répondre pour ce côté-là, je suis plutôt d'accord, parce que comme je suis côté data science, je le sais de nature, ça fait 5 ans, 6 ans que je fais ce métier, quand on n'a pas de data, on va scraper. C'est-à-dire que quand on doit débuter un projet en POC, on va aller scraper les données d'un concurrent, de quelque chose d'un peu similaire, en attendant. Et de plus en plus, maintenant qu'on a des données propres, avec tout ce qui est Snowflake, Databricks et ce genre de choses, on le fait de moins en moins. Mais effectivement, c'est plutôt un secret, on préfère ne pas le dire, et puisque la donnée est rarement d'excellente qualité, on n'a pas un contrôle, on n'a pas quelque chose de stable. Donc en effet, je suis plutôt d'accord. J'avais une question, puisque moi je suis convaincu qu'aujourd'hui la robotisation elle est essentielle avec l'utilisation de l'IA. J'aimerais revenir juste sur un point. Quand on va sur votre site LightPandas, vous mettez en avant 3 promesses qui sont le fait de scraper at scale, le fait de produire des agents et d'automatiser tous les sites web. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui de faire des agents? Est-ce qu'on a besoin de... Enfin, est-ce que créer la solution LightPanda, c'est vraiment nécessaire pour les agents? C'est une très bonne question. Je pense... Déjà, qu'est-ce qu'un agent? C'est ça, en fait. Indirectement, c'est ça la question. Définition. Qu'est-ce qu'un agent? Allons-y. Et puis, c'est un sujet, je pense, pour moi, ça me paraît assez simple, en fait, mais force de réfléchir, on se rend compte que ça reste un débat... ouvert. Je ne sais pas si je dirais polémique, mais en tout cas, il y a des gens qui ne sont pas vraiment d'accord sur la définition. Pour moi, un agent,
en tout cas dans le sens, on va dire, populaire du moment, c'est un IA qui est capable d'agir de manière autonome au-delà d'un contexte avec des règles prédéfinies où il est capable de raisonner et prendre des actions à la place d'un humain. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, ça me va. Ça me va. Moi, j'ai une autre perception, mais ta définition, à mes yeux, elle est bonne. Pour moi, il y a souvent deux personnes qui viennent se confronter pour réfléchir ensemble. Mais la définition que tu donnes, c'est-à-dire d'être capable de dire c'est bien, c'est pas bien ce que je suis en train de faire, c'est aussi un agent à mes yeux. En fait, il peut y avoir un human in the loop où il peut y avoir des décisions quasi autonomes, autonomes ou pas. En fait, la question finalement de Thomas, c'était, si je peux la reformuler, comme ça me permettra de voir si j'ai bien compris, c'est en quoi la création finalement de ce nouvel outil qui est un navigateur, on le rappelle, headless, est un prérequis nécessaire à qui veut faire ou à qui voudrait faire des agents finalement. Parce qu'au-delà de la définition qu'on vient de faire des agents, un agent a besoin donc de ce type d'outils, de ce type de fondation et de base pour fonctionner. Alors, donc je pense que déjà je prétends pas avoir toutes les réponses parce que la promesse des agents et la réalité des agents, c'est deux choses différentes. Aussi, l'état du web aujourd'hui et l'état du web de demain, c'est pas moi qui va le définir, cette progression. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a vu sortir là de computer use, d'opérateurs ou des équivalents, ce sont des démos en fait. C'est pas des agents qui vont fonctionner comme ça à l'échelle. Pour deux raisons. Un, je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai vu un tweet que je trouvais marrant de quelqu'un qui a dit c'est génial opérateur, maintenant je fais en 45 minutes quelque chose qui avant me prenait 2 minutes. En fait, il y a l'effet waouh, mais aujourd'hui personne va utiliser, il y a peut-être des cas, je dis pas, mais en tout cas tu vas pas acheter un billet de train aujourd'hui avec cette solution pour que ça t'économise du temps. Tu veux dire que c'est bon pour pour des effets démo et des effets waouh de keynote, mais que derrière, les outils ou la techno, etc., sont pas complètement prêts pour en faire quelque chose de production ready. Voilà, ça passe pas à l'échelle en fait. Demain, si on va avoir sur notre téléphone un agent à qui on va demander de faire la moitié ou plus des actions qu'on fait aujourd'hui nous-mêmes sur Internet, il y a des millions de requêtes par jour et c'est juste pas possible en fait de faire ça avec un navigateur entier à chaque fois, même en termes de ressources, c'est pas possible, mais aussi en termes de temps, ça te prendrait plus de temps que ça te prend aujourd'hui toi-même en fait. Mais pour moi, c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire que même si pour le moment, je reparle des agents, c'est peut-être pas la priorité, mais c'est irréaliste, vous êtes obligé de le considérer, puisqu'aujourd'hui tout le monde en parle, tout le monde a besoin de parler d'agents, de faire des agents, même si des fois c'est quelque chose de simple, donc vous êtes obligé de le mettre un peu dans votre roadmap, puisque dans un avenir très proche, potentiellement, ça sera 50% du flux, j'abuse, c'est peut-être pas le bon terme, excusez-moi, 50% du flux Internet en fait. Les agents, les outils qui vont directement se rendre sur Internet, c'est bien ça l'idée? Et là où je pense que nous, on a un vrai rôle intéressant, c'est que donc il y a des démos de computer use, donc pour le coup qui utilisent un vrai navigateur avec GUI, donc c'est même pas un navigateur headless dont on parlait au début, mais même un navigateur headless, bon, on est sur des temporalités différentes, mais même avec des instances de Chrome, c'est extrêmement consommateur de ressources, même si on enlève la partie que nous, on est capable de voir. Parce qu'il y a un tas de choses qui sont faites pour les humains que les machines, en fait, dont ils n'ont pas besoin. Donc, nous, notre théorie pour l'instant, et ça en reste assez théorique pour le coup, c'est qu'à l'échelle, un agent, peut-être qu'il va utiliser le computer use pour créer son framework, pour écrire son code qui va exécuter à l'échelle. Mais
ça marche très bien pour le build time du coup, mais au runtime, il va avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus léger pour que ça puisse passer l'échelle. C'est très très intéressant, ça m'inspire une chose. Est-ce que l'émergence et l'avènement de ces agents et des outils que vous proposez au travers de Lightpanda, etc., est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on a raté quelque chose avec tout ce qu'on nous rebat les oreilles depuis 20 ans autour des API et que le monde allait être fait d'API et d'interconnexion de systèmes et que tout ça serait dans le plus beau des mondes, il n'y aurait personne pour interagir et que si tu étais compliant avec le protocole REST ou avec GraphQL ou avec whatever new protocol de API, le monde merveilleux de tous les systèmes mondiaux allait s'interconnecter et discuter entre eux le même protocole, etc. Et en fait, plouf, tu vois, j'ai envie de dire, voilà. Je l'ai fait, je suis désolé, mais en fait, est-ce que c'est pas un peu ça? Parce que finalement, on en revient à se dire, bon, écoutez les gars, pour aller récupérer de la data, on avait une super belle API qui était super bien avec un contrat, un protocole, il y avait du SOAP, du machin, tout un tas de trucs super bien ficelés. Et en fait, maintenant, on fait, bon, ok, maintenant on a arrêté de rigoler, on va démarrer un navigateur et on va faire comme si c'était un être humain pour récupérer la data. Quand il pense, en fait, quand on y pense, en fait. Non, mais c'est un peu ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a... aujourd'hui, là où c'est un peu plus avancé pour les vrais cas d'usage dans l'IA, c'est le côté B2B où les logiciels commencent à développer les API intéressants. Mais le web, pour l'utilisateur B2C, comme toi et moi, normaux, il n'est pas équipé, quoi. Il n'est pas là aujourd'hui et personnellement, je ne suis pas convaincue qu'il est voué à complètement changer, même dans 5 ans en fait, puisque le dénominateur commun reste l'humain qui est une créature visuelle qui aime bien voir les éléments sur une page et finalement qui a une connaissance limitée, même si on atteint le stade où les agents dépasse nos connaissances sur certains sujets. Thomas, tu veux reprendre? Je voulais juste qu'on remette ce que c'était un build time et un run time. C'est un moment, tu l'as mentionné, tu l'as dit avant la question de Pierre. Oui. Est-ce que tu peux juste définir ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent? Je vais tenter. Peut-être Pierre. Moi, je dirais que le build time, c'est la création du code, en fait, et le runtime, c'est l'exécution du code. Est-ce que tu peux nous dire aussi, ce qui peut être intéressant, c'est, on a parlé d'agents, on parle d'automation, etc. Est-ce que tu peux nous prendre 2-3 exemples de choses qui sont des cas d'usage, des use cases, tu vois, d'utilisation d'agents et dans quel cas on peut s'en servir et vu que toi, tu vois, que ça puisse imager aussi de manière fonctionnelle à quoi ça sert en fait, au-delà du cadre technique. Oui, alors je ne sais pas si je pense qu'on va forcément voir de nouveaux cas d'usage qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Moi, je vois ça plutôt comme l'automatisation des choses qu'on fait nous, ou alors peut-être faire des choses de manière plus efficace que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais par exemple, bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un peu l'exemple par excellence de tu demandes à ton agent de te réserver un billet de train. Mais pour aller plus loin, aujourd'hui, tu veux faire un achat conséquent, il y a une phase d'étude de marché que tu fais peut-être en partie via des outils d'IA aujourd'hui, mais qui pourraient être beaucoup plus complètes demain. Type comparatif de prix, comparatif de fonctionnalité, quand tu fais des comparatifs de produits, autre chose comme ça, etc. En fait, que ça, tout ça, ça pourrait être toute la donnée sous-jacente pourrait être traitée par des agents qui iraient les récupérer sur des sites, etc. Exactement. Techniquement, si on passe par des agents au sens très large pour scraper, consommer le web, ça ne casse pas tout un business model. Donc là, au moment où on a parlé des comparateurs de prix, le but des comparateurs de prix, c'est de nous partager des pubs. Et donc après, qu'on nous mette des cookies et qu'on arrive à nous suivre à travers le temps, qu'on mette des emails. Est-ce que c'est pas... Tu sais, à un moment, tu parlais de dans 5 ans, ça risque pas de changer. Oui, mais peut-être même dans 10 ans, 20 ans, ça changera pas.
puisqu'il y a tout un business model et politiquement, et là je rentre dans un politique, les gens ne voudront pas passer à ça, parce qu'il y a plein d'entreprises où leur gagne-pain, c'est la pub et le fait qu'on soit, et tu l'as dit, des créatures visuelles. On a besoin de voir, on a besoin d'être tenté. Euh, est-ce que c'est... Alors, question vraiment ouverte et philosophique. Est-ce que vous y avez pensé à ces limites-là? Est-ce qu'on pourrait créer d'autres business models à partir de ça? Oui, alors c'est une bonne question. Je pense que le paradigme il va changer clairement. Je pense que c'est pas binaire, c'est-à-dire les deux peuvent, selon moi, coexister. Euh, je pense il faut aussi au niveau commercial se dire qu'il va y avoir, je pense, des modèles économiques commerciaux qui vont Nouveau. émerger, qui n'existent pas aujourd'hui. Typiquement, aujourd'hui, le trafic web qui vient de l'automatisation, c'est plutôt globalement vu comme peut-être pas une mauvaise chose, mais La les pollution, sites... j'allais dire. Oui, il y a un peu de ça. Demain, et il y a tout un business en fait des deux côtés d'ailleurs, des sites qui installent les logiciels pour bloquer les bots, etc. Demain, si un site il met ces protections là et que les agents sont incapables d'accéder pour effectuer des achats à leur site, concrètement, la chaîne de valeur quelque part est cassée. Enfin, ça marche pas. Donc, il faut réimaginer tout ça. Ouais. Mais je pense que ce sont des sujets qui vont se gérer en fait, puisque les sites ils vont avoir besoin du trafic et de la commerce, et des nouvelles technologies vont émerger pour soutenir ça. Ouais, je suis assez d'accord avec Katie. De plus, que j'ai vu très récemment passer une news comme quoi Gemini et Google réfléchissaient très fortement à l'inclusion et savaient déjà comment faire inclure des pubs dans leurs assistants ou agents ou AI ou chatbots, etc. Donc ils ont déjà ces idées-là. Mais pour en revenir sur ce que tu dis quand même, Thomas, ta question elle est juste, parce que on voit s'affronter un peu la course à l'attention des gens en fait, des consommateurs, des salariés, etc. En fait, tu as tout un pan énorme du B2B qui va chercher à automatiser et rendre les salariés beaucoup plus productifs en étant capable d'automatiser un tas de choses et en du coup voulant aller plus vite, en coupant les process, en essayant d'être plus optimaux, etc. Et de l'autre côté, tout le côté un peu B2C qui s'adresse aux consommateurs, où tu as besoin de leur attention, tu as besoin de leur temps, tu as besoin de leurs données, etc. Donc tu as vraiment deux blocs qui s'affrontent en fait, pour deux morceaux de pizza qui ne sont pas la même pizza, quoi. Mais elle est très juste ta question en fait. On change de paradigme, et d'ailleurs en fait même sur le côté moteur de recherche, ne serait-ce que pour Google. C'était ça, ouais, ma suite. Ouais, exactement. Je veux dire, Google aujourd'hui, je disais un tweet hier d'un gars qui disait mais est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as googlé quelque chose? Et avec Perplexity ou d'autres, maintenant avec Deep Research d'OpenAI qui est sorti, qui permet de te faire une espèce d'étude de marché ultra poussée, digne d'un gros cabinet de conseil, et c'est quand même assez puissant. Tu as vraiment des changements de paradigme complets. Ils se font. Moi, je pensais en termes aussi de SEO, en fait. Il y a des combats pour les entreprises, c'est de monter sur le top des recherches Google. Il y en a qui payent pour rentrer là-dedans. Aujourd'hui, c'est plus ça qui compte, ou à plus forte mesure, est-ce que c'est ça qui compte pour les outils d'automatisation pour aller chercher les bonnes ressources? Est-ce qu'ils vont taper dans le haut du panier, est-ce qu'ils tombent tout de suite ou pas du tout? C'est une excellente question. Après, de vous à moi, je m'en fais pas trop pour Google. Ils trouveront forcément d'autres solutions. À titre d'exemple, c'est passé il y a 2-3 semaines. Gemini, à un moment, ils commencent à le rendre gratuit. Et la contrepartie, c'est qu'ils rendent le service Drive d'entreprise un peu plus cher. Donc, ils ont vraiment beaucoup de marge de manœuvre, et c'est pas très inquiétant. Mais bon, je pense qu'on digresse un peu en parlant de SEO. Mais après, il y avait tu sais, aussi toute cette question qui était quand même importante, qu'on avait évoquée au début avec Katie, c'est la question en fait de la data. Parce que tu vois, tout le monde se cachait un peu quand tu devais faire du scrapping, etc. Moi, je me souviens, tu sais, dans les terms et conditions, c'est pas clair.
pas trop le droit normalement, tu vois. Bon, aujourd'hui, tout le monde le fait. Et puis, il y a surtout des trucs, c'est que tous ces large language models, ils ont été entraînés sur les 3/4 du web et tout le monde le sait. Il y a eu la récente polémique où tu as DeepSeek qui s'est entraîné sur ce qu'a sorti OpenAI en distillation. Et OpenAI qui a dit « Ouais, c'est pas bien de vous entraîner sur nos données, mais en fait, leurs données sont nos données à nous, utilisateurs. » Et en fait, toute cette question de la data derrière, j'ai l'impression qu'on est un peu tous, tu sais... Des on autruches. peut y aller, quoi. Je veux dire, c'est open bar, quoi. Maintenant, les questions de data, c'est plus trop un problème. Tout le monde a Et la puis, data de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça me fait penser aussi à un autre sujet dont j'entends de plus en plus parler. Je sais pas si vous aussi, mais ce changement un peu de paradigme aussi niveau commerce B2B, le software as a service qui devient le service as a software. Ouais. Vous avez entendu ou pas? Ouais. Il y a tout un... Tu peux nous expliquer ça en 2 mots parce que c'est compliqué comme notion, mais je pense que c'est assez intéressant. Je me souviens, la première fois quand je l'ai entendu, j'ai rigolé en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont sorti là, ces VC, encore une fois. Mais en fait, ça a du sens quand on y pense. L'idée, c'est de dire, en gros, donc les agents, ils sont capables de prendre des décisions, enfin la promesse en tout cas, et d'exécuter des tâches de manière autonome. Et puisqu'ils vont utiliser a priori des API, pas des interfaces, ça n'a plus de sens en fait un abonnement basé sur une interface, enfin un abonnement mensuel. On va plutôt réfléchir à des souscriptions ou des abonnements par usage. Ouais, par action concrète réalisée en fait par les agents et valeur du coup apportée par les actions plutôt par une souscription à une interface où c'est l'humain qui prend les actions. Tout à fait. Et c'est la différence entre software as a service et service as a software. Et là aussi, un gros changement de paradigme qui fait trembler les plus grosses boîtes qui ont des software as a service gigantesques qui vont être chamboulés par l'arrivée des agents, potentiellement. Moi, je suis perdu. Vous avez un exemple concret juste... Ok, t'imagines, donc, tu as un logiciel que tu utilises quotidien, un Salesforce ou un SaaS classique. Un CRM, malheureusement, quoi. Oui. Voilà, donc cet outil-là, il te sert parce que tu es un humain qui va prendre des actions dessus, donc tu as besoin de l'interface. Mais demain, si ces actions-là sont faites par un agent et pas toi, tu n'as plus besoin de cette interface. Et donc, si tu payes une société qui te fournit l'agent et pas l'interface, tu vas lui payer en fonction des actions que l'agent il a accomplies. Tu ne vas pas lui payer pour le logiciel et pour l'interface qu'il te met à disposition. Ok, ça reste quand même utopique, puisque pour le moment, les agents, ils ont besoin de notre retour, de dire oui, c'est bien ce que tu fais ou non, c'est pas bien. Pas forcément, de moins en moins en fait, Thomas. De moins en moins, mais okay. Je vais te prendre un autre exemple que peut-être qui parlera même plus à nos auditeurs, etc. C'est qu'on a tous notre logiciel de mail, que ce soit sur Gmail, sur le web ou sur un... Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, il commence à y avoir des acteurs qui font des systèmes d'agents entre toi et ton logiciel de mail et tes mails pour être capable de filtrer, analyser, traiter tout ce que tu veux, etc. Tous tes mails avant que toi, tu accèdes au logiciel. Ce qui veut dire qu'en fait, en accédant à une petite interface qui serait la conclusion de ce que les agents ont trouvé de tes mails intéressants, ils vireraient toutes les newsletters, tout le spam, ils te mettent simplement les mails d'utilisateurs physiques auxquels tu dois répondre, super important. Mais en fait, tu vas juste utiliser ce petit service plutôt que d'aller sur la grosse interface Gmail où tu as tous tes mails, qui est finalement comme une sorte de base de données, mais tu n'y vas plus. Donc du coup, c'est aussi un petit peu ça. Tu as un changement de paradigme en fait qui se fait concrètement. Je te prends encore un autre exemple. Moi, j'ai fait 2 agents hier pour aller faire ma veille techno. Pour aller faire ma veille technologique. Et en fait, tu as 2 agents qui vont parser le web, qui vont récupérer Hacker News, qui vont récupérer Twitter, toutes les news qui m'intéressent sur un sujet particulier. Et en fait, ils me font ensuite un espèce de digest avec un résumé de toutes les news qui, moi, m'intéressent. Du coup, je ne vais plus sur Twitter ou je ne vais plus sur Hacker News, mais je vais sur mon agent qui m'a filtré, qui m'a fait le truc. Non, mais vous imaginez le niveau de confiance ? Ils font un niveau de confiance assez incroyable. Enfin bon,
C'est-à-dire que tu vas jamais remettre en doute ou remettre en cause ton agent. Si tu acceptes qu'il te fasse ça, si tu acceptes qu'il Ouais, te... Je trouve ça ouais, ouais. dingue. Ok. Bah ouais, mais de plus en plus. Bah, tu sais, enfin, après, quand tu appuies sur tab, OK, sur ton éditeur de texte pour accepter le code, en fait, tu lui fais une confiance aveugle. Et honnêtement, 80% des développeurs font une confiance aveugle. Il y a un mail de Andrzej Karpathy, un tweet de Andrzej Karpathy que tu connais, Katie, je pense, et Thomas aussi, mais qui est un très grand développeur, data scientist, équipe de cofondateur de OpenAI, membre de l'équipe de direction data science, machine learning de Tesla, etc., qui est vraiment un ponte et un grand nom de tout ça, qui écrivait et qui disait bah, moi je m'éclate quand je code maintenant, je pense à un truc, je dis ça à l'IA, l'IA me pond du code, j'appuie sur OK, ça marche pas, je lui dis corrige, elle me reproduit un truc, j'appuie sur OK, ça marche. Ah, mais c'est pas pareil. Oh là là, on va rentrer dans un débat. Bah ça si, me parce que parle. tu fais une confiance, finalement tu fais... Non mais c'est intéressant, Mais non, c'est intéressant. bah là, tu lui fais Euh, confiance, mais quand tu lances quand tu builds ton code, que ce soit Python ou quoi que ce soit, tu vois ton résultat. Par contre, quand tu utilises, et je reprends l'exemple de Gmail, que si c'est un cas concret, enfin c'est un bon exemple, c'est très clair pour moi. Tu as ta base de données Gmail, mais toi, tu vas toujours checker ce que ton agent te propose et tu vas jamais le remettre en cause, donc tu vas jamais aller vérifier l'état initial de la base de données ou Gmail ou ce genre de choses. Mais je pense qu'on va être amené de plus en plus à faire confiance à ces C'est IA possible. de plus en plus, à mesure qu'elles deviennent de moins en moins hallucinantes, de plus en plus précises, etc. Et un des derniers trucs, c'est qu'il y a toujours des études qui continuent à popper de partout sur des modèles, ne serait-ce que GPT-4, dans les diagnostics, les études cliniques qui montrent qu'en fait, on va pas se faire des potes, mais au niveau médical, les taux sont très très bons de véracité et d'exactitude, etc. Mais on en demande toujours plus à l'IA qu'aux êtres humains, je reviens là-dessus. Hein. Il faut que les IA elles soient parfaites, alors qu'en fait, nous-mêmes, on est biaisés, on fait des erreurs. Mhm. Et puis, je dis pas que c'est la même chose, mais quand même, si tu penses à l'époque où l'idée de faire une recherche Google arrivait, finalement, on est sur une extension de cette idée-là, parce que tu demandes à une machine quelque chose, il va te sortir des centaines de résultats, mais tu regardes que les 2 ou 3 premiers. Finalement, tu es en train de, quelque part, déjà faire confiance à ce qui te propose de regarder en premier. Carrément, ton libre arbitre et ton choix, il a toujours été impacté finalement. Et regarde tous les algorithmes des réseaux sociaux dans lesquels on est dans des bulles, où en fait finalement on t'affiche ce que l'algorithme a décidé de t'afficher, etc. Donc oui, moi je pense qu'on sera de plus en plus... Mais après ça pose des questions... au-delà de ça, en fait, moi, tout ce qui m'intéresse, on va essayer de revenir là-dessus, mais cette révolution des agents IA, moi je trouve ça super cool parce que j'ai envie d'automatiser 70% de mon boulot avant de la fin de l'année 2025. Pour l'instant, j'en suis à 35%, à peu près la moitié. Mais il y a plein de gens qui s'inquiètent, en fait, de salariés, parce qu'on est tous un petit peu des engrenages dans les machines des entreprises, moi y compris, hein, je veux dire, à tous les niveaux, on est un engrenage d'une machine supérieure, en fait. Peu importe. Mais du coup, en fait, la question, c'est comment tu vois, toi, l'évolution de ces agents alors en B2B, en B2C, qu'est-ce que tu penses en termes d'impact ça peut avoir, tant positif que négatif, sans être tabou, finalement, voilà, en essayant de voir quel est ton avis par rapport à ça, en fait. Écoute, finalement, c'est un univers avec lequel je ne mélange pas tant que ça en ce moment, puisque nous, notre utilisateur, finalement, c'est des développeurs. Donc, ouais, vous, c'est plutôt proposer l'infrastructure et les outils qui permettent de... Voilà, et puis finalement, il y a des super outils. Je sais pas si vous voyez Dust, Oui. c'est en fait, c'est quelque part un SaaS B2B qui permet à la fois d'entraîner des modèles pour les cas très précis des entreprises, mais aussi de choisir parmi plein de modèles différents de la société, etc. Et de se connecter aussi à différentes sources de données aussi. Slack, Mail, Drive, etc. etc. Donc, tu as des multi-connecteurs qui viennent se connecter de partout. Et c'est une boîte française, Dust. Oui, et puis, en fait, moi, ce que je vois, en fait, c'est... Mon avis personnel, c'est que au niveau B2B,
Je pense que c'est plutôt des outils horizontaux comme ça qui vont réussir. Après, c'est pas dit encore une fois, c'est pas un truc binaire, mais je pense que les entreprises, ouais, ils ont besoin de canaliser leurs différentes sources de données internes et d'automatiser quelque part les process grâce à l'IA, ce qui était déjà des choses qui étaient... Moi, ça m'inquiète pas du tout, en fait. Je pense que c'est juste une autre façon d'arriver à la même fin qu'on a toujours cherché, en fait, de faire en sorte que l'humain, il arrive pour apporter de la valeur là où il peut apporter de la valeur et pas perdre du temps sur des tâches... Déplacement de l'expertise de l'humain plus haut dans la chaîne de valeur et automatiser des choses qui sont à faible valeur ajoutée. C'est un peu ça ton idée. Et puis, ouais, j'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour que les agents, finalement, ça va nous permettre d'arriver à un niveau d'abstraction supérieur en tant qu'humain. Donc, juste, ça va élever, en fait, notre capacité en tant que être humain. Être humain, merci. Ouais, c'est notamment, c'est un bouquin qui vient de sortir que j'aimerais bien lire. C'est le bouquin de Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Super Agency, où en fait, il parle de l'avènement des agents comme étant des outils qui permettront justement d'atteindre, c'est ce qu'il appelle cette super agency, qui voudrait dire qu'en fait, on monte vraiment dans ce niveau d'abstraction et que l'humain a la possibilité de faire des choses qui sont peut-être 10, 100 ou 1000 fois plus puissantes, impactantes, etc. Et il est passé dans un podcast d'ailleurs de Dan Schipper qui est très intéressant. Si vous pouvez l'écouter, Reid Hoffman, c'est assez cool ce qu'il dit et ça rejoint ce que tu dis, ta vision en fait. Bah, ça reste un point intéressant, mais j'ai l'impression qu'on est en train de créer tout un monde juste pour les agents. Donc, je reprends l'exemple de Light Panda et il y a rien, c'est pas positif ou négatif, c'est vraiment quand on voit qu'on peut, et encore une fois, je reprends les promesses, scraper à l'échelle et automatiser tous les sites web. J'ai l'impression que ça rend le côté, on perd la créativité, ce qui pourrait aguicher l'humain, c'est-à-dire avec des couleurs, des photos, des images, des vidéos, des dispositions qui pourraient plaire et qui pourraient nous faire rester, encore une fois, c'est une notion de temps, nous faire rester sur un site web, ou pareil pour un film, pour une photo. Et on est en train de créer un monde qui est vraiment, générique. Le terme est vraiment pas bon parce que ça rend la chose pas positive, alors que vraiment ça fait partie de l'innovation. Ça rend la chose très carrée, comme structured output par exemple pour OpenAI, c'est-à-dire qu'on veut des outputs qui aient toujours le même format pour que ça soit générique, qu'on puisse utiliser chaque fois tout le temps de la même façon. Mais de l'autre côté, ça devient plus inintéressant en tant qu'humain, c'est-à-dire qu'un humain, il aura moins de plaisir à se rendre sur un certain site web, sur un certain contenu. Et c'est intéressant, parce que je vais un peu loin dans la réflexion, mais quand l'année dernière, il y a 2 ans, on parlait vraiment beaucoup de Generative AI, et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des énormes sujets, le fait que les IA créent des contenus créatifs, c'est-à-dire des images, des photos, des vidéos. Ce côté-là, qu'on propose par exemple, alors encore une fois, peut-être que j'extrapole avec Light Panda, il me plaît plus, parce que ça veut dire qu'on est vraiment sur la notion de productivité, aller à l'essentiel, créer de la valeur, et on pourra, et ça peut-être c'est ce que tu disais Pierre, avec le 10 fois plus, 100 fois plus, la créativité, elle reviendra chez l'humain. C'est par la créativité qu'on peut créer des belles innovations. Ouais, j'adhère. Hein. Moi, je pense pas du tout que tu extrapoles. Je pense, c'est intéressant quelque part. Ça, pour moi, c'est vraiment une démonstration d'à quel point nous sommes collés aux ordinateurs et nos téléphones. Quand on trouve ça triste, en fait, qu'enlever quelque part notre interaction avec un site web via une interface, c'est quelque part enlever la créativité. Si demain, on a un pourcentage des tâches qui sont faites aujourd'hui sur les sites, ou même des tâches répétitives qu'on fait sur les logiciels qui sont faits par un agent, et que ça nous libère du temps pour interagir avec le vrai monde, pour moi, c'est une super bonne chose. Hein. Ouais, moi je pense, je rejoins Katie, mais je suis entièrement d'accord avec ton constat, Thomas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si tu reprends l'histoire du web, il s'est construit par clonage ou mimification. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris notre vie du monde réel et on s'est dit on va faire Internet pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les sites web, on les a appelés d'ailleurs vitrines, comme des magasins.
Et en fait, il y avait ce côté anthropomorphisation d'Internet, où des rues, des sites, des adresses web. Donc en fait, ça avait tout ce côté-là. Donc le web, on l'a fait un peu à notre image pour pouvoir y évoluer en tant qu'être humain dans ce médium multimédia, réseau Internet, etc. À notre image, parce que c'était facile. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une transformation du web par l'IA et aussi avec les agents, qui fait que le web va perdre un petit peu ce côté adapté aux humains pour rentrer vers une logique de côté infrastructure permettant aux machines de gérer la connaissance entre elles ou de créer de la connaissance, finalement, avec des agents, des méta-agents sur, effectivement, ce réseau. Et donc, du coup, le côté petit magasin et shop avec vitrine, etc., fait pour l'utilisateur, il va changer de par ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être remplacé, parce que je lisais Robert Scoble, que je connais très bien, San Francisco, que j'avais rencontré il y a 10 jours, qui est un fan de tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle. Notamment, lui, il a la vision pro d'Apple, etc. Mais en fait, tu peux très bien imaginer qu'en fait, on va déplacer le côté visuel, créatif et interface utilisateur sur d'autres supports ou d'autres médiums, peut-être mixtes, entre de la réalité et de la réalité mixte, hybride, plutôt que sur le web qui, finalement, contiendrait toutes les datas de l'humanité et sur lequel ça serait un peu l'océan qui serait dédié aux agents qui feraient leur travail. Mais finalement, un peu comme un mall américain qui aurait perdu ses visiteurs, peut-être qu'Internet, de plus en plus, avec les sites web, vont devenir peut-être de plus en plus... je ne le souhaite pas, mais après, il faut s'adapter et évoluer. Et ça évolue, en fait, je pense. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la façon dont... C'était un peu mon point, mais c'est-à-dire que d'un côté, tu as le web traditionnel, on va dire traditionnel, même si je ne sais pas si c'est le bon terme, traditionnel avec Google et tout ce genre de choses. Parce qu'il y a quand même 1 ou 2 ans, il y avait quand même des volontés avec tout ce qui était Web 3, les cryptos, tout cet univers-là, de créer un univers parallèle au web où tu te déplaces dans du virtuel, dans du virtuel, mais ils avec des magasins. Pas abandonné cette idée. Ils n'ont toujours pas abandonné cette idée. Ok, donc toi, c'est 2 choses bien distinctes. Ouais, parce qu'en fait, Meta s'appelle toujours Meta. Ils ont abandonné leur métaverse à base de crypto, de Web3, etc. Mais ils sont quand même toujours à fond sur les lunettes connectées. Ils sont toujours à fond sur cette idée de monde virtuel, etc. et de réalité mixte. Et je pense qu'ils sont toujours complètement là-dessus. Ça ne prendra pas le même nom, ça ne sera pas métaverse, Web3, etc. Mais je pense qu'ils ne l'ont pas abandonné. Okay. De quoi vous voulez parler? On a parlé de tellement de trucs. Non, mais en vrai, j'aime bien, c'est philosophique. Quel modèle économique pour les agents? Ça peut être intéressant. Ça, c'est une question. Parce que tu vois, on a parlé de ça, c'est tout ça. Mais donc, du coup, peut-être plus à l'usage. Qu'est-ce que tu en penses? Modèle économique pour les agents? Alors, je pense qu'un agent, il y a un peu deux trucs. C'est comment moi je vais payer mon agent? Et comment l'agent, lui, il va se payer, enfin, les sociétés qui créent les agents vont se rémunérer, comment moi, je pense que ce qu'on se disait sur le modèle, sur les actions qui apportent la valeur, sera la façon que je vais payer mon agent. En revanche, comment lui, il fait de l'argent, ça, c'est autre chose. Parce que du coup, est-ce que c'est la commission sur la transaction? Si c'est un agent qui effectue des achats, peut-être. Ça, c'est encore des questions qui sont complètement ouvertes, en fait, en termes de modèle économique et de reversement. Chaque chose en son temps. Alors, je vous propose chaque chose en son temps. J'en profite. Est-ce que Light Panda est open source? Oui, complètement open source. Donc j'en profite pour poser la question du dernier invité qu'on a eu, c'était Hervé Bredin. Donc c'était en fait Hervé Bredin, on parlait de diarisation, donc tout ce qui était associé au son et à la voix, donc c'est pas vraiment le même domaine, mais vous vous rejoignez sur l'open source. En fait, il disait, du point de vue de l'open source, est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est dangereux de mettre entre les mains de n'importe qui ce genre d'outils? Alors, j'imagine que Light Panda, c'est peut-être un peu moins dangereux, mais on parlait du son et de la voix avec l'intelligence artificielle en l'occurrence. Franchement,
un sujet tellement intéressant, on pourrait en faire une épisode entière. Hein. C'est clair. C'est ultra philosophique. Et, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'il a posé cette question, mais je pense que c'était avant tout ce qui est sorti, et c'est davantage plus pertinent en fait. Quand on voit les discussions qui ont eu lieu après DeepSeek et OpenAI, je suis sûre que vous avez vu la citation de Sam Altman qui dit que OpenAI est, selon lui, du mauvais côté de l'histoire sur le sujet du open source. Donc moi, je pense qu'on est vraiment sur un point d'inflexion sur cette question-là et que ça va encore plus tendre vers l'open source pour l'avenir de l'IA. Moi, c'est clairement pas une question polémique. Je reste persuadée que rendre le code de l'IA, que ce soit un navigateur ou des modèles, tout ça, rendre ça payant, c'est pas la solution pour faire en sorte que ça n'arrive pas dans les mains de quelqu'un qui en souhaite faire quelque chose de nuisible. Oui, alors juste payant, open source payant, open source, ça ne veut pas forcément dire gratuit. Oui. Donc du coup, c'est plus le côté, voilà, on peut absolument tout lire du code source, reprendre tout, le reprendre soi-même et puis ensuite en faire des choses qui n'étaient pas prévues. Du coup, des choses, un modèle qui était complètement open source, je peux le passer de bien en mal. C'était plus ce genre je pense, de considération. Après, je pense que c'est une question qu'il faut prendre très au sérieux. Tu la minimises je mesure l'importance, ouais. Et il n'y a pas de réponse parfaite dans la mesure si l'humanité est capable de faire du mal, il va le faire de toute façon avec du open source, du closed source. Mais moi, je pense sur du code comme ça, il y a assez d'arguments pour dire que avec un code qui est open source, qui est lisible par tout le monde, les bénéfices quant à vraiment failles de sécurité dont tu parles bien sûr. sont plus importantes que l'inverse en fait. Tout à fait. Et du coup, alors, est-ce que toi, tu as une question pour le ou la prochaine invité? Tu ne sais pas qui c'est, évidemment, mais est-ce que tu as une question au vu de l'actualité ou au vu des sujets d'intérêt ou de ce dont on a discuté ensemble depuis 45 minutes que tu aimerais poser au prochain ou à la prochaine invitée? Alors oui, moi je n'aurais pas souhaité forcément avoir cette question, donc désolée d'avance, mais je trouve ça bien de poser des questions polémiques, j'aime bien le débat, donc moi ma question c'est un peu inspirée de toutes les nouvelles récentes sur le projet Stargate, etc. C'est comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement de l'IA et quel serait quand est-ce qu'on se dit que ça vaut le coup en fait? En termes de mise en place ou de choix de mise en place pour une entreprise ou pour c'est ça en fait. Comment on mesure le ROI et comment on sait si ça vaut le coup d'y aller ou de le faire? C'est ça? Ouais, moi je pensais plus au niveau pas forcément d'une entreprise, mais de tout l'argent qu'on est en train d'investir en termes de ressources. On a parlé de faire des vaccins en un jour. Est-ce que c'est ça vraiment le mesure de si on a réussi ou pas? Carrément, parce que le projet Stargate, c'est 500 milliards de dollars sur 5 ans. Avec OpenAI, avec SoftBank, avec Oracle et le gouvernement américain. Et c'est un chiffre qui est absolument gigantesque et on a du mal à savoir où ça va, où est-ce que ça peut produire et si l'effort en vaut la peine finalement. Ok. Top. Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup discuté. Je pense qu'on aurait pu rester encore super longtemps. Le sujet est gigantesque en termes de champ et de périmètre de l'automation aux agents,
au web d'une manière générale. On aurait pu y rester très 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 longtemps. Donc je répète en fait, Light Panda, où on a reçu Katie, qui est la cofondatrice, qui est sur Paris, et un projet du coup de navigateur plus léger pour rendre l'automatisation, le scrapping et les agents finalement plus aisés dans le monde 3.0 dans lequel on va vivre. J'aimerais beaucoup vous remercier Thomas, et te remercier Katie pour avoir discuté, échangé avec nous et partagé tous tes points de vue. Merci, c'était un plaisir. Merci, c'était génial.